parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bruno-Durand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast, parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes, mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. À votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Bonjour, alors nous retrouvons dans un nouvel épisode. On est aujourd'hui en Belgique avec une styliste, un nouveau métier que je vais aller explorer avec notre invité du jour qui va se présenter à nous. Je m'appelle Rosie Sambois. Je suis styliste play en image et donc je crée également des bijoux. Donc le conseil en image dans mon cas, donc je donne des conseils à des entrepreneurs pour qu'ils puissent tout simplement être au mieux, donc représenter leur travail, représenter leur société, se présenter eux-mêmes, parce que le vêtement est également un langage. Bon, du coup, enchanté Rosie, Enchanté Sébastien. Un métier certainement très créatif, très très différent certainement d'un jour à un autre, parce que du coup, tu rencontres certainement beaucoup de personnes et du coup revenir en tout cas en aide à leurs besoins pour s'habiller ou pour en tout cas s'équiper, en tout cas au-delà de l'habillement, de d'accessoires qui vont les mettre en valeur. Donc tu travailles en gros, si je synthétise, sur l'image en fait. Sur l'image, exactement. J'écris également beaucoup sur l'image et je donne des formations. Donc c'est vraiment tout mon travail tourne autour de l'image du vêtement et surtout du message qui est véhiculé par le vêtement. Alors je sais que tu m'avais demandé de t'envoyer quelques photos de mes tenues vestimentaires, donc du coup. Exactement. Donc du coup, t'en as pensé quoi ? Je ne répondrai pas. Non, je plaisante. Non, mais c'était très. Comment expliquer ça simplement ? En fait, ça correspondait assez bien donc à l'image de sportif. Donc avant tout, que j'avais. Et évidemment, tout ce qui concerne le coaching mental. J'ai déjà eu en fait à fréquenter des coachs, donc c'était exactement le même style. C'est assez amusant. Ok, c'est rigolo parce que du coup, chaque profession a un style bien établi. Exactement, mais là c'était quand même assez impressionnant. Ok, bon, on va parler un petit peu de ton parcours, si tu en es d'accord. D'accord, tout à fait. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours ? Alors mon parcours, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une épreuve olympique. Et donc, mais à la différence d'un athlète peut-être qui s'affaiblit en fait, plus le temps passe. Dans le mien, en fait, je m'affermis parce que les épreuves, les expériences, me donnent de la force. Mais c'est vraiment un parcours olympique. Donc tu parles d'un parcours olympique. Donc oui. Alors du coup, tu as réussi à avoir quelle médaille ? J'ai pas encore la médaille parce que c'est pas encore terminé. Ok. Donc mais je l'aurai. Alors mais tu vises laquelle ? On vise toujours l'or et après, peu importe celle que j'ai, du moment que je termine la course, ce sera magnifique. Avec le recul, le recul, ton parcours, de quoi es-tu le plus satisfaite à ce jour ? Alors de ne jamais avoir abandonné et il y a chaque fois des petits moments comme ça où on comprend en fait qu'on a encore la possibilité de continuer, que rien n'est perdu et ces petits moments comme la crise qui n'est pas encore terminée du Covid. Donc je me suis dit
là, qu'est-ce que tu fais? C'est fini pour toi. Et en fait, j'ai fait appel en fait à un coach business et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à m'adapter et à passer le cap. Et étrangement, en fait, donc le premier confinement a été une très très bonne période. Donc comme quoi, voilà. Mais il y a toujours voilà des moments comme ça, des imprévus, des moments où on pense qu'on ne pourra pas continuer. Et ces petits moments comme ça, ces petits déclencheurs où on se rend compte que non, il y a encore une solution, il y a encore une autre manière de voir ou de faire qu'on n'avait jamais eu à devoir chercher, tout simplement. Et ces petits moments-là, je pense que ce sont des moments qui sont très importants dans ma vision des choses. Alors on va parler de ton mental, hein, parce qu'on est là pour ça. Oui. Si tu devais nous donner ta définition du mot mental, ça serait laquelle? Alors, ma définition du mot, enfin, c'est pas vraiment une définition, mais pour moi, le mental, donc c'est un état d'esprit, c'est une manière de penser, de fonctionner, qui est, à mon avis, toujours en construction. En tout cas, tant qu'on vit, on construit son mental. Tu disais que donc du coup avant le podcast que c'était aussi une capacité à rebondir. Exactement. Et exactement. Voilà, il y a une notion de résilience. De résilience, exactement. Il y a vraiment une notion de résilience et effectivement, même cette notion de résilience se construit. On ne part pas tous avec les mêmes bases. Il y a des personnes qui ont des bases plus compliquées que d'autres, mais ce mental, cette résilience se construit en fait à toutes les étapes de la vie. Donc, c'est tout ce qu'on emmagasine, tout ce qu'on accepte de retenir et de garder. Ça se construit évidemment avec les rencontres, avec les expériences de la vie, avec ce qu'on accepte en fait de garder ou non. Donc, c'est vraiment en construction permanente, quotidienne. Est-ce que tu as des exemples de moments de résilience dans ton parcours que tu pourrais dont tu pourrais nous parler un petit peu et qui du coup qui t'ont marqué? Et du coup qui m'ont marqué, j'en ai tellement. Mais je pense que les périodes où j'ai dû faire face à des décès de proches ont été les périodes, je pense, les plus intenses à ce niveau-là. Parce que, étrangement, surtout, j'ai perdu un petit frère. Et ça a été pour moi vraiment j'ai envie de dire très intérieur. C'est peut-être bizarre de dire ça, parce que c'était mon premier ami déjà. Et j'ai eu un sentiment d'injustice et en même temps, j'ai eu une urgence à vivre. J'ai vraiment eu une urgence à vivre suite à cette injustice, à ce fait que j'ai considéré comme étant une injustice, injuste pour lui, qui était encore jeune. Et donc, oui, ça, je sais pas, au lieu de m'effondrer, j'ai eu une espèce de détermination qui se construit de jour en jour. Il y a vraiment eu une sorte de ras-le-bol. J'ai envoyé pas mal de choses balader. Et vraiment, ça m'a changé en profondeur et ça continue à me changer. Ok, donc c'est souvent des moments marquants dans une vie, hein, de devoir affronter la mort d'un proche. Exactement. C'est une épreuve et du coup jamais facile ça demande une sorte de résilience et comme tu dis de rebondir et pour pouvoir sortir la tête de l'eau, parce que la tristesse qui nous envahit peut parfois émotionnellement nous mettre en dedans, quoi. Exactement. C'est tout à fait ça. Bon, on va revenir sur des moments plus on va dire plus joyeux, parce que la mort c'est jamais joyeux et c'est toujours difficile à affronter. Il paraît que c'est important d'être soi-même et je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais. Oui, c'est très important. C'est très important d'être soi-même et surtout d'assumer en fait chaque part de sa personnalité.
les bonnes comme les moins bonnes, parce que c'est de cette manière en fait qu'on évolue. Et du coup, si tu devais nous donner quelques-unes de tes qualités et quelques petits défauts aussi. Petit ou gros? Je sais pas, à toi de nous dire. Alors, quelques-unes de mes qualités, je suis créative. Alors, je suis assez drôle. J'aime rire. J'ai parfois une approche un petit peu fermée, je vais dire, face à certains types de personnalités. Lorsque j'ai des valeurs humaines très différentes d'une personne, j'ai beaucoup de mal en fait à interagir avec cette personne. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et voilà, il m'arrive aussi fréquemment de couper tout dialogue lorsque les choses me vont loin. Et c'est aussi un défaut sur lequel je dois énormément travailler. Et je travaille en quotidien. Alors, avoir un bon mental pour toi, c'est quoi? Avoir un bon mental, c'est avoir un mental qui permet d'évoluer. Et on évolue bien qu'en société. Voilà, on ne vit pas seul. Donc pour moi, c'est ça, avoir un bon mental. Et qui permet d'affronter tout ce que la vie peut amener de bon comme de mauvais. Est-ce que ton mental, tu le travailles au quotidien? Et comment tu fais du coup? D'une certaine manière, oui, je le travaille au quotidien parce que voilà, chaque jour, j'ai des défis. Alors, comment je fais? Mais je vais pas, allez, pour être honnête, c'est pas tous les jours que je me dis je dois travailler mon mental. Mais après, chaque chose qui m'arrive, il y a toujours un moment où on fait le point. Enfin, je fais le point, je regarde un peu ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé, la manière dont j'ai réagi. Je regarde aussi si j'ai évolué ou pas. Parce que voilà, on rencontre souvent des situations, j'ai envie de dire, similaires. Et bon, si au bout de la dixième rencontre, je réagis toujours de la même manière, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, c'est un petit peu faire ce point-là. Et donc je prie également. J'essaye de lire, de prendre des conseils auprès de personnes, soit dont c'est le métier, soit qui sont passées par le même type de situation. Et j'essaye un petit peu de faire un point et de prendre vraiment ce qui me correspond, de prendre les conseils de la manière en fait qui me convient, parce que voilà, on est chez tous différents. Et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément de la même manière pour l'autre. Donc, pour moi, en tout cas, c'est important de faire une espèce de soupe, j'ai envie de dire, que voilà, l'évolution puisse vraiment se faire. Donc, Rosie, tu nous dis que ça t'arrive de prier. Est-ce que c'est pour toi un moyen de te connecter avec toi-même? Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment effectivement un moyen de me connecter avec moi-même, oui. On va parler un peu de la construction de ta confiance. Comment elle s'est construite pour toi? Alors, comme je l'ai précisé à plusieurs reprises, pour moi, elle se construit par étapes. Donc, évidemment, il y a la vie familiale, et puis il y a les expériences, il y a les rencontres, il y a la prière également, mais il y a vraiment eu pour moi, en fait, j'ai envie de dire un moment décisif dans cette construction. C'est vraiment le moment où j'ai appris à ne plus avoir en fait comme barème, j'ai envie de dire, pour moi-même les autres, mais vraiment à me concentrer en fait sur ce qui me pousse et sur une certaine sincérité en fait avec ce que je suis. Ce qui me motive et j'ai envie de dire ma raison de vivre, en tout cas le moteur de ce que je fais. Ça a vraiment boosté ma confiance. Alors, je suppose que comme tout le monde, tu as dû connaître les désagréments d'un échec ou de quelque chose que tu aurais aimé réussir et ça s'est pas fait du premier coup. Oui. Est-ce que selon toi, il faut se donner le droit à l'échec, le droit à l'erreur pour aller de l'avant?
Oui, et non seulement il faut se donner le droit à l'échec, mais je pense en fait que l'échec n'est pas quelque chose de négatif. C'est vraiment ce que j'ai appris. L'échec, en fait, ça permet de savoir où on en est. Parfois, ça permet même de se rediriger parce qu'on n'était pas dans la bonne direction. Ça permet d'évaluer ses capacités, de dire là, il faut que je m'améliore, là, il faut que je reparte carrément à zéro. Donc, je pense que l'échec n'est pas du tout quelque chose de négatif. Au contraire, l'échec sert. Donc, du coup, l'échec, c'est quelque chose de positif, selon toi? Pour moi, oui, à condition de le prendre comme tel et de ne pas le prendre aussi comme un stop. Ça peut être juste une pause, ça peut être, on repart, mais si on s'arrête là, oui, alors c'est négatif. Donc, du coup, tu nous affirmes que du coup, tu as connu des échecs, que du coup, il faut bien le sûr prendre avec positivité. Comment tu fais pour garder confiance malgré les échecs? Déjà en étant honnête, quand il y a un échec, c'est pas toujours à 100%, et même je pense jamais la faute des autres, de toute une série de choses. Donc il faut déjà avoir cette honnêteté-là, voir ce qui n'a pas été de son côté, ce qu'on peut changer, les signaux qu'on n'a pas écoutés. Parfois on est parti trop tôt. Enfin voilà, il y a toute une série de choses comme ça qu'on apprend en fait d'un échec. Et ça permet, quand on le fait avec honnêteté, de repartir plus fort, tout simplement. Alors toi, tu travailles sur l'image des autres, mais quel regard tu portes sur le regard des autres, mais sur toi? Alors, il a été pesant pendant longtemps, et maintenant, en fait, le regard des autres sur moi, honnêtement, m'importe assez peu. C'est, je sais pas comment expliquer. J'ai comme été vaccinée. En fait, comme je dis, on ne vit pas seul, donc il y a des interactions. Je sais qu'il faut le prendre en compte au niveau professionnel, au niveau de la réputation aussi. Donc il faut quand même en prendre compte, mais le regard des autres ne me définit pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Parce que l'autre, évidemment, il a sa propre perception, il a ses propres intérêts également, il écoute ce qu'il veut bien écouter. Donc voilà, ce que l'autre projette sur nous peut être influencé par tellement de choses que si on prend ce regard de manière trop sérieuse, ça peut être destructeur. Oui, le regard des autres, il peut être parfois très pesant, comme tu dis, et il faut arriver, et c'est pas toujours facile à s'en dégager pour pouvoir vivre pour soi. Et, tout à fait. Et finalement, les autres, ils peuvent un peu penser ce qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est que nous, on soit fiers de nous, ce qu'on réalise, et que on ait en tout cas un moteur pour aller de l'avant chaque jour. Exactement. Et une chose que j'ai apprise en fréquentant un petit peu des sportifs, c'est que les mêmes personnes en fait, donc qui vont qui vont hurler après vous, qui vont vous critiquer, seront les mêmes personnes qui vont vous applaudir en cas de victoire. Donc vraiment ce regard-là, il ne faut pas le laisser, il faut pas le laisser aller trop loin, parce que les gens ont une mémoire très sélective et très courte. Et on peut se laisser mourir en fait pour quelque chose d'éphémère et qui peut complètement varier à 180 degrés le lendemain, si pas 360. Ouais, ça me fait sourire, ça se voit pas, mais parce que du coup ça me fait penser au journalisme et à la presse avec les sportifs en cas de performance ou de contre-performance où peuvent être mis à être, avoir des éloges comme des dieux ou être mis plus bas-terre en fonction de leur performance. Tout à fait. Bon. Et parfois d'un jour à l'autre, donc. Dans ton métier, comment tu fais pour du coup rester positive chaque jour? Alors, comment je fais pour rester positive chaque jour? Mais en fait, je suis une personne, moi j'ai besoin d'accomplissement. Donc, j'ai besoin de mener à bien une tâche de A à Z. Et ça me rend, ça me fait du bien.
et le fait d'apporter des solutions, de soulager des personnes, que ce soit parce que tout simplement parfois le vêtement peut être une pression. Beaucoup de gens stressent, par exemple, voilà, ils ont un rendez-vous important, ils ont un challenge professionnel. Certains vont vraiment stresser par rapport à la tenue qu'ils vont porter. Donc déjà apporter ce soulagement-là, et puis apporter aussi ce recul en amenant en fait des petits trucs, en expliquant bien en fait qu'il s'agit d'un message, donc que le vêtement c'est un langage, c'est un peu comme un alphabet. Et voilà, et plus les personnes en fait ont des clés et plus elles comprennent en fait ce jeu, plus elles sont détendues. Et donc voilà, moi ça m'apporte, je me sens utile, n'ayons pas peur des mots. Et puis je prends plaisir aussi. C'est une passion. C'est pas un métier, c'est pas financier, c'est pas pour me mettre en avant. C'est vraiment c'est vraiment une passion. C'est vraiment une passion. Je rebondis sur le mot passion. Elle t'est venue comment, cette passion ? Depuis l'enfance, je ne sais même pas expliquer. C'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui était en moi. Et évidemment, en moi avec ce que je suis. Donc, c'est pour ça que cette même passion, en fait, qui est la création et la mode, parce que même quand on fait des looks pour une personne, c'est aussi une création. C'est pour ça, en fait, que je la décline de plusieurs manières, par l'écriture, par les petites vidéos, je la décline, en fait, par tout ce qui me passionne. Donc, mais ça m'est venu depuis l'enfance, en fait. Donc, Du coup, j'ai une question qui me vient, c'est quels sont les profils de gens qui viennent à toi pour que tu les aides ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de profil. Je dirais que c'est plutôt des personnes qui se retrouvent à un moment. Oui, il y a un mot. Je dirais que ce sont des personnes ambitieuses. Que ce sont des personnes ambitieuses qui veulent vraiment mettre tous les atouts de leur côté. Je pense que c'est vraiment le point commun. Ok. Et ils viennent à un moment où ils ont pris une décision d'aller plus loin dans leur carrière ou de débuter, parce que j'ai déjà eu des étudiants aussi en fin d'études, en fait, qui voulaient vraiment se donner toutes les chances dans leur nouvelle vie. Alors, dans ton métier, et comme dans tous les métiers, il faut être capable de se motiver quotidiennement. C'est quoi, toi, tes trucs pour te motiver ? Mais la passion, donc comme je le disais, et aussi le fait que je vois de plus en plus que mon travail est utile. Malgré justement donc cette image en fait de futilité de la mode, du vêtement, etc. Donc, vu qu'on est dans un monde où l'image a une telle importance, je sens que mon travail est utile, la manière dont je le fais, qui est aussi différente, qui n'est pas pour tout le monde. Il faut adhérer à ce type de fonctionnement, parce que je ne vais pas forcément mettre la personne au goût du jour, mais je vais vraiment faire ressortir sa personnalité et la différencier justement de ses concurrents. Donc c'est pas une démarche qui convient à tout le monde, et c'est bien comme ça. Il en faut pour tout le monde. Est-ce qu'il t'arrive de te fixer des défis ? Oui. Oui, beaucoup, et de plus en plus. C'était pas le cas, mais justement, donc dans la construction de mon mental, je m'en fixe de plus en plus. Alors du coup, tu pourrais approfondir un petit peu quels objectifs tu peux te fixer par rapport au métier que tu exerces. Alors déjà, donc j'ai commencé à donner des formations. Donc ça a été. En fait, c'est pas que je me fixe des objectifs comme ça. Je me dis tiens, je vais faire ça. Mais j'apprends en fait à saisir toutes les opportunités. Donc quand une opportunité vient, le défi et l'objectif pour moi, c'est de le faire rentrer en fait dans ce que je suis et de voir en fait comment je vais pouvoir intégrer ce nouveau défi dans mon travail, dans ma manière de travailler, donc vraiment en restant cohérente avec tout le reste. Et ça, c'est vraiment un défi. Est-ce que tu as un plan pour réussir ?
Alors, je suis en train de construire, de construire un plan pour réussir, parce qu'en fréquentant en fait pas mal d'entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'ils avaient des plans, qu'ils avaient vraiment des plans, et certains des plans sur plusieurs années. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire mon plan effectivement. Ok, donc du coup à la base, tu n'avais pas de plan, enfin tu faisais ça à l'instant. À l'instinct et par passion. Parce que voilà, j'ai une personnalité profondément, je suis profondément artiste et j'ai vu aussi tout ce que ça peut emmener comme souci. Et donc évidemment, dans la construction, comme je disais, du mental, il faut savoir reconnaître ses défauts, il faut savoir chercher les outils en fait pour les améliorer. Et en fait, voilà, il faut aussi savoir voir ce qui fonctionne et comment l'adapter à soi. Donc voilà, et effectivement, c'est une chose que je suis en train de faire. Tu parles de soucis quand on est artiste. De quels soucis tu veux parler? Alors justement, c'est le côté être trop passionné, vraiment, d'une certaine, enfin, comment? Je vivais plus par passion et je voulais faire les choses parce que je ne peux pas faire autrement, mais sans réellement construire complètement. Pour moi, je ne construisais pas un business, je vivais une passion. Alors qu'en fait, oui, on peut faire les deux, mais il faut que ce soit un mélange des deux. Une passion peut être un business. Ok, ouais, je comprends. Oui, et donc j'ai dû vraiment travailler tout ce qui était administratif, trouver parce que ça me passionne pas par contre, mais il faut le faire. Donc j'ai trouvé différentes aides, j'ai trouvé des techniques. Voilà, c'est un travail sur moi-même que j'ai dû faire. Ah oui, bien sûr. Je crois que Confucius disait choisis un métier qui est ta passion et comme ça chaque jour tu seras en vacances. Vacances, je dirais pas, mais en tout cas c'est très chouette. C'est vraiment, même les moments difficiles en fait sont des moments où on apprend et des moments qu'on veut en fait dépasser pour pouvoir continuer. Oui, c'est vraiment, bon. Vacances, je ne dirais pas, mais c'est vraiment, c'est chouette. Est-ce qu'il t'arrive de ressentir de la pression? Ah bien sûr, bien sûr. Oui, énormément de pression. Mais énormément de pression parce que c'est beaucoup de travail. Et j'ai des périodes où tout vient en même temps. J'ai des grosses commandes au niveau bijoux que je ne peux pas refuser. J'ai des clients. Enfin, j'ai vraiment tout en même temps. Et les personnes ne comprendront pas, et c'est pas leur rôle en fait de comprendre que je dors 3 ou 4 heures par nuit. C'est pas leur problème. Je dois être à l'écoute, je dois être avenante. Heureusement, en fait, quelque part, avec mes clients, j'ai vraiment pris le parti, mais pas de me faire oublier, mais d'être un peu en recul. Donc, ça me permet d'être silencieuse, de beaucoup écouter, ce qui est un peu plus reposant que de devoir mener, j'ai envie de dire, toute la conversation, etc. quand on a 3 heures du sommeil. Donc voilà. Oui, il y a beaucoup de pression, j'ai des deadlines. Enfin, voilà. Oui, il y a des moments, c'est vraiment chaud, mais je pense que c'est inhérent et il y a pas de, c'est comme ça, il y a pas de choix. Il y a aussi au niveau des finances, évidemment, chaque mois, voilà, j'ai un montant qui doit rentrer, qu'il pleuve ou qu'il neige, voilà, il n'y a pas le choix. Donc voilà, tout ça amène évidemment beaucoup de stress et de pression par moment, mais ça fait partie du truc. Et quand on y arrive, voilà, il y a de l'adrénaline, il y a de la joie, il y a toute une série de choses et ça construit aussi le mental. Ça donne plus d'assurance, ça donne plus de foi pour continuer. Donc ça fait partie d'un tout.
Bon, en tout cas, on a bien compris qu'il y avait une grosse pression, une grosse charge. Comment tu fais pour, du coup, arriver à la gérer, toute cette pression? Est-ce que tu utilises des outils? Tu as des techniques particulières? Comment tu t'y prends? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, j'ai dû apprendre en fait à choisir le stress. Donc, j'ai dû trier déjà les fréquentations. J'ai vraiment, il y a toute une série de choses en fait que j'ai mis en place et que je suis toujours en train de mettre en place en fait pour diminuer déjà tout stress extérieur. La manière de voir aussi la vie et les choses a aussi diminué le stress intérieur. Le stress que je peux ressentir, la prière, toujours avoir deux personnes. J'ai appris en fait que quand on traverse des moments difficiles, si on a deux personnes avec lesquelles on peut être sincère, on s'en sort toujours. Donc, quand j'ai beaucoup de pression, beaucoup de stress, je n'interagis plus qu'avec ces deux personnes-là. Et parce que déjà, voilà, en général, quand on est en période de stress, on n'a pas beaucoup de temps, on n'est pas au mieux de sa forme, etc. Donc, je vais m'adresser à des personnes qui ne vont pas me stresser. Je vais m'adresser, à des personnes en fait qui ne vont pas me pousser à hurler ou ce genre de choses, vraiment. Et je me suis rendu compte que ça changeait vraiment beaucoup. Ça changeait vraiment beaucoup, et ça apporte du résultat. Pour toi, pour réaliser une performance, en tout cas pour toi, c'est d'être certainement la satisfaction du client, ça doit être la plus grande de tes performances à obtenir. Il faut rester concentré que sur les choses que l'on maîtrise. Oui, ça je crois vraiment qu'il faut toujours rester concentré sur les choses que l'on maîtrise. Et ça aussi, ça s'apprend. Enfin, moi, en tout cas, j'ai dû l'apprendre parce que tout ce qu'on ne maîtrise pas, en fait, va amener toute une série de sentiments, dont la peur, qui sont des sentiments qui peuvent vite prendre le dessus et, entre guillemets, j'ai envie de dire, nous dérégler. Donc, oui, il faut vraiment rester focalisé sur ce que l'on maîtrise. Est-ce que ton activité professionnelle nécessite de la concentration? Évidemment, oui. Oui, beaucoup de concentration. Et du coup, comment tu fais pour l'optimiser? Alors, je prends plusieurs heures en fait où je choisis de me concentrer. Donc, je ne fais que ça. J'essaye de concentrer donc toute mon attention sur une seule activité, quitte à changer au bout de 2 heures. Donc ça, c'est vraiment primordial, surtout pour moi qui ai l'habitude de faire plusieurs choses en même temps et de ne pas être à 100% toujours à ce que je fais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne transige plus. Est-ce que tu es quelqu'un de déterminé? De plus en plus. Si je te dis, Rosie, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien, est-ce que ça te parle? C'est vraiment devenu ça. Si tu, du coup, nous devais nous donner ta définition de l'autodétermination, ça serait laquelle? De l'autodétermination, mais ce serait pour moi la décision que l'on prend. Peu importe la décision en question, c'est vraiment la décision que l'on prend pour sa vie, pour soi-même ou pour un temps déterminé ou une activité déterminée. Est-ce que tu penses que du coup ta détermination est une des sources de ta réussite? Je pense parce que je vois vraiment la différence depuis que j'ai changé de mental. Je vois un changement dans mes activités. Oui. Alors quand tu dis que tu as changé de mental, tu as fait quoi exactement? Mais j'ai décidé en fait justement d'être déterminée et de ne plus m'arrêter. Et du coup de rien lâcher. Exactement. Alors on arrive on arrive sur la fin de ce podcast et j'entends ton téléphone qui sonne et les commandes qui pleuvent. Quels sont tes secrets finalement pour avoir un bon mental et on va dire rendre possible tes rêves ou accéder à tes rêves? Mais j'ai pas vraiment de secret. Donc comme je disais, c'est vraiment faire le point régulièrement et savoir en fait accepter ce qui ne va pas et travailler dessus.
et toujours continuer à rêver, toujours continuer à croire que c'est possible. Je ne sais pas si c'est vraiment un secret. Je pense que c'est plus un travail sur soi quotidien et honnête. Quel conseil tu voudrais donner à des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient faire comme toi, c'est-à-dire travailler sur l'image, être dans le stylisme? Je crois qu'il faut savoir s'écouter, ne jamais oublier que l'échec n'est pas une fin et que on fait les choses à sa manière. On n'est pas obligé tous d'être des influenceurs ou de travailler à la manière de tel ou tel styliste. On peut vraiment apporter ce qu'on est. Et si on est honnête, on trouvera une niche, on trouvera des clients parce que les gens sont tous différents. Donc, il faut vraiment trouver des personnes, en fait, qui retrouvent en nous des valeurs, qui retrouvent en nous ce dont ils ont besoin. Est-ce que tu fais appel à des phrases clés ou des mots ressources qui t'aident au quotidien? Alors, oui, et ça change régulièrement. En ce moment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété durant le podcast. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Ok. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Oui. Donc, il faut toujours avoir de l'honnêteté, savoir qu'on n'est pas parfait, qu'il arrive de faire des erreurs, savoir aussi d'où elles viennent, comment elles ont été faites, pourquoi, et travailler dessus pour ne plus les reproduire. Donc du coup, je crois que ça serait dire rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce. Voilà, exactement. Donc c'est une belle citation pour terminer ce podcast. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé, Rosie. Et puis écoute, je te souhaite plein de commandes, plein de gens qui voudront en tout cas venir se faire conseiller pour leur image. Et merci. Et je te souhaite du coup plein de bonnes choses pour la suite de ton entreprise dans ce domaine-là. Merci beaucoup Sébastien et je te souhaite aussi plein de podcasts, plein de coaching mental et que tous tes rêves s'accomplissent. Le meilleur reste à venir, comme j'aime bien cette phrase en fait. Merci beaucoup. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités qui, j'espère, t'auront inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi, tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager.